Bonsoir, les titres du tennis. La France qualifiée en Coupe Davis, elle a battu l'Autriche. Du ski, Carole Merle gagne la Coupe du Monde de slalom géant et le dernier slalom géant de la saison. Des élections législatives, deuxième tour demain, France 2 mobilisée pour cette nouvelle grande soirée électorale. Enfin, une surprise, Boris Yeltsin, qui n'a pas été démis de ses fonctions par le Congrès, cela on le savait depuis ce matin, il est apparu un petit peu ivre cet après-midi devant ce même Congrès. D'abord le tennis donc et la belle victoire des Français en Autriche. La France était favorite et elle a gagné dès le troisième match, c'est-à-dire dès le match de double. En fait, en 2 jours, Forget, Butch et Lecomte ont fait un parcours sans faute. Cet après-midi donc, Forget et Lecomte ont gagné le double sans coup férir. Yann Lavoie. L'invité surprise de ce double, c'était Ortskov. Dans les dernières minutes, le capitaine autrichien l'avait préféré à Mandl. Mais ce coup de bluff n'a pas suffi. Pour la 6e fois dans l'histoire de la Coupe Davis, l'Autriche s'est inclinée face à la France. Georges Goven, le nouvel entraîneur, a semblé serein toute la partie, car bien qu'accrochés dans le premier et le dernier set, les Français n'ont jamais paniqué. Et c'est toujours dans les derniers jeux que Forget et Lecomte à chaque fois ont fait la différence. Ils ont enlevé le premier set en 45 minutes, 7-5. Ils remporteront le deuxième, 6-4. La tribu française a le sourire, mais la 3e manche s'ouvre à l'avantage de Skov et d'Antonich. Dans cette dernière manche, chaque joueur a remporté sa mise en jeu jusqu'au 11e jeu où Lecomte et Forget ont enfin fait le break. Ensuite, la seconde balle de match sera la bonne. Forget et Lecomte n'ont encore jamais perdu en double en Coupe Davis. Au deuxième tour, ils joueront soit face à la Suisse, soit face à l'Inde. Mais en tout état de cause, avec l'élimination des États-Unis hier par l'Australie, l'équipe de France peut à nouveau espérer embrasser la coupe. Autre favorite française, autre victoire, c'est en ski, c'est Carole Merle, championne du monde de slalom géant le mois dernier. Elle vient de remporter cette fois la Coupe du monde de la spécialité en Suède, en gagnant d'ailleurs la dernière épreuve de la saison. Au classement général de la Coupe du monde, elle est 3e. Et chez les hommes, la Coupe du monde toute catégorie est remportée pour la 5e fois consécutive par le luxembourgeois Marc Girardelli. C'est un record. Pascal Doucet-Bon, les filles et puis les garçons. La grande qualité de Carole Merle, on le sait depuis longtemps, c'est la capacité à se remotiver après une grosse déception. L'apanage des grands champions. Battue hier en Super G, sa discipline favorite, Carole s'est rattrapée de la meilleure façon possible cet après-midi en remportant la Coupe du monde de géant. Ses rivales Compagnoni, Warter et Zeitzinger n'ont rien pu faire contre la bombe Carole. Elle s'offre la 6e Coupe du monde de sa carrière, mieux que son illustre devancière Perrine Pellen. Autre consécration, mais cette fois-ci chez les messieurs. Cet homme est un phénomène. Marc Girardelli, le génial acrobate luxembourgeois, remporte pour la 5e fois le classement général de la Coupe du monde. Une première dans l'histoire du ski. Après plus de 10 ans au plus haut niveau, il ne manque qu'un titre à Girardelli, la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Marc Legrand pourrait bien prolonger sa carrière pour se l'offrir à Lillehammer l'an prochain. La politique en état d'apesanteur. Ce samedi, les voix des candidats et des leaders se sont tues puisque la campagne était terminée. Demain, les Français votent pour élire encore 497 députés. Au premier tour, en effet, au premier tour des législatives, 80 députés ont déjà été élus. France 2 sur le pont, comme d'habitude, grande soirée électorale, comme la semaine dernière, soirée retransmise encore dans plus de 75 pays, et oui, et soirée expliquée complètement en détail demain dans le journal du dimanche, si vous voulez en avoir le mode d'emploi. Ce sera même demain un petit peu plus tôt, à partir de 19h. Renaud Fessaguet, présentation. Comme au théâtre, les soirées électorales se rôdent et se répètent. Vous étiez près de 5 millions à suivre les résultats sur France 2 dimanche dernier. 5 millions à justifier des centaines d'heures de préparation. Demain soir, les rédactions de France 2, Europe 1 et Paris Match vous préparent un cocktail plus détonnant encore, avec au menu... D'abord l'information, c'est-à-dire les résultats et les réactions à ces résultats. Et qu'on n'a pas traîné. Et qu'on n'a pas donné trop dans la paillette, quoi. Au total, 4 heures de direct pour une soirée exceptionnelle avec dès 19h le taux de participation et dès 20h une première estimation BVA Bulle sur la répartition des sièges dans la nouvelle Assemblée. Puis, Paul Amar fera le tour de France des 10 points les plus chauds de ce second tour. Anne Gainsbourg avec le son cette fois, au RPR rue de Lille ou l'Hôtel de Ville. Qu'est-ce qu'on décide ? Vous avez des contacts chez Biederman? Plus sérieusement, les résultats ne seront pas tout. Pour les analyser, il y aura Arlette Chabot, Albert Duroy, Alain Duhamel. Pour les commenter, des hommes et des femmes politiques confrontés à des Français.
On leur donnera l'occasion à tous ces Français anonymes ou célèbres ou très connus de dire leurs attentes, leurs préoccupations et de poser ces questions précisément aux hommes politiques qui gagneront. Bref, toutes les bonnes raisons de suivre ce second tour sur France 2. On s'est trouvé assez bon la première soirée, on espère être au moins aussi bon demain soir. Notre crainte, c'est de rater le deuxième tour. Mais non. L'Italie dans la tourmente des scandales. Cet après-midi, on apprend que Giulio Andreotti, l'ancien président du Conseil, faisait l'objet d'une enquête pour activité de mafia. Réponse immédiate de M. Andreotti, il affirme qu'il ne craint aucune enquête. Ce matin, c'est le maire de Naples qui a été arrêté avec 5 autres personnes. Ce socialiste serait impliqué dans des affaires de corruption liées aux affaires immobilières et notamment des malversations lors de l'attribution des chantiers de la Coupe du Monde de football en 90. Naples avait été longtemps épargné par le scandale de la corruption, mais depuis quelque temps c'est fini. D'autres responsables politiques sont soupçonnés d'avoir mis de côté une partie de l'argent destiné à la reconstruction de la région de l'Irpinia, c'est juste au-dessus de Naples, région touchée en 1980 par un tremblement de terre. Jean-Louis Le Seine, en Italie. Un village fantôme au milieu de l'Irpinia. Pas âme qui vive, seul un chien joue les éclaireurs. Car cela fait au moins 5 ans que Castelnuovo di Conza devrait être occupé par les 800 habitants de la commune qui vivent encore à l'écart dans des baraques, 12 années après le tremblement de terre qui a fait 2750 morts, 8800 blessés et 300 000 sans-abri, qui attendent toujours. Ils ont dépensé le fric n'importe comment. Ils ont détourné tout l'argent. Qui ? On ne peut pas le dire. C'est à l'État de vérifier, de chercher et de dire qui a volé. 12 années plus tard, le nouveau village est presque prêt. Avec son stade presque olympique, pour une commune de cette importance, 26 millions de francs, c'est cher, et son église à 15 millions, qui ressemble presque à une cathédrale. Mais qui a volé? Le système instauré ici par la démocratie chrétienne et qui a fonctionné jusqu'à maintenant. Pour obtenir des crédits supplémentaires, il ne fallait jamais terminer les travaux. Alors, l'argent continue à manquer, question d'habitude. Nous ne pouvons pas faire entrer la population dans les nouvelles maisons, car il manque encore le tout à l'égout, l'électricité et les revêtements de sol. Alors dites-nous combien il vous manque. Je vous le dis, il manque une centaine de millions de francs pour tout terminer. Si l'État nous envoie tout de suite cette somme, nous ne demanderons pas un centime de plus. Pas un centime de plus, d'accord. Mais l'État en subvention a déjà donné à Castelnuovo di Conza 300 millions de nos francs qui ont permis à beaucoup de voir trop grand et à certains, parfois les mêmes, de s'en mettre plein les poches. La justice a déjà arrêté 23 personnes, dont certains membres reconnus de la Camorra, la mafia napolitaine, et elle a adressé hier soir des avis d'enquête à 6 parlementaires, dont 3 anciens ministres. Pendant ce temps, la zone industrielle toute neuve est devenue toute vieille et déserte. Si les magistrats continuent vraiment sur leur lancée, il y aura demain beaucoup de personnes derrière les grilles. Nouvelle déception en Bosnie pour le général Morillon. Le dernier convoi humanitaire vient d'être bloqué par les Serbes. Pourtant, le général français de l'ONU avait reçu hier les assurances des dirigeants serbes eux-mêmes que ce convoi passerait. En tout cas, cela augure mal du cessez-le-feu qui doit en principe entrer en vigueur demain à midi pour toute la Bosnie. François Cornet. Sur la route enneigée de Srebrenica, seul le général Morillon, escorté par un engin blindé des Nations Unies, a été autorisé à franchir le barrage des policiers serbes. Son objectif cet après-midi, trouver un téléphone pour essayer de joindre à Belgrade le président serbe Milosevic, qui lui avait donné l'assurance hier de faire entrer son convoi dans l'enclave musulmane assiégée. Parti ce matin de Mali-Zvornik à la frontière serbo-bosniaque, les 20 camions du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies ont été bloqués au bout de 2 kilomètres. C'est intolérable et inacceptable, a dit le commandant des casques bleus en Bosnie, en dénonçant l'hypocrisie des responsables serbes, politiques ou militaires, qui font sans cesse de belles promesses sans les respecter. Je vais aller avec ma voiture au prochain point à la caserne. Je vais téléphoner au président Milosevic. Le reste attendra ici. Je vais téléphoner au président Milosevic, c'est tout. Furieux d'être lui-même une nouvelle fois bloqué, le général Morillon est obligé de se justifier auprès de simples policiers serbes. Au bout de longues minutes,
il va arriver à contacter la présidence serbe, mais pas de Slobodan Milosevic au bout du fil, silence radio total. Déçu, bredouille, le général Courage va reprendre son chemin, il est têtu, il va essayer autre chose, ici rien n'est simple, le général Morillon a maintenant une certaine habitude des volte-face des Serbes. À propos de la Serbie, un scandale politico-financier qui risque bien d'éclabousser le président Milosevic et son entourage. L'homme par qui le scandale arrive, c'est un banquier serbe qui s'est réfugié en Israël. Il lance un certain nombre d'accusations envers les dirigeants de son pays. Charles Anderlin a rencontré cet homme en Israël. Jezdimir Vassilievitch n'est jamais seul. Son garde du corps ne le quitte pas. Mesure de sécurité élémentaire pour un banquier en très mauvais termes avec le gouvernement serbe. Il a laissé à Belgrade des milliards dans ses 24 succursales et au Monténégro son stock de 63 millions de litres d'essence. Bien sûr, j'ai une vie, je n'ai pas de vie. Bien sûr que j'ai peur. Car Jezdimir Vassilievitch connaît tout de l'économie de guerre serbe et accuse. Le gouvernement de Monténégro et le gouvernement de Serbie sont rien que des voleurs qui volent les gens pour leur propre poche et pour mener la guerre. En décembre dernier, dit-il, Bozovic, alors Premier ministre, et Panic, chef de l'opposition, coopéraient secrètement pour forcer l'embargo et importer du pétrole. Et le pétrole est venu de là vers la Grèce de la compagnie américaine de Malte, parce que Panic est un citoyen américain, il a une grande compagnie. Moyennant finance, les pays avoisinants laissent passer les convois d'or noir. Je lui ai demandé combien vous payez de vous laisser payer, il dit environ $50 par tonne. Qui ça, les Albanais? Albanais, Hongrie, Bulgarie, Grèce, tous. Vous achetiez le pétrole à combien? Je l'ai acheté à 500 mark Deutsch, parce que là-bas on trouve un mark Deutsch par tonne, qui fait $300 à peu près par tonne. C'est très cher. Oui ou non, parce que je l'ai vendu à 800. Selon Vassilievitch, les Nations Unies sont parfaitement au courant de ces infractions à l'embargo. L'essence ne tombe pas dans le ciel, elle arrive de quelque part. Ils ont pas vergles, ils ont des satellites, ils ont venu partout alors. Et de promettre qu'il va tenter de faire tomber l'actuel régime serbe. En Russie, Boris Yeltsin ne sera donc pas destitué, en tout cas pas pour l'instant, le Congrès a finalement reculé. Mais aujourd'hui, les députés ont eu une étrange surprise, le président russe est venu leur parler à la tribune et il a fait sensation. Il n'était pas apparemment dans son état tout à fait normal, il semble qu'il avait bu. Marcel Tria à Moscou. Une fois de plus, Boris Yeltsin claque la porte du Congrès. On le croyait tiré d'affaire ce matin, mais il est apparu cet après-midi, à nouveau épuisé et abattu. Nous pouvons tout simplement faire exploser la Russie, a-t-il affirmé dans les couloirs, en ajoutant qu'il avait du mal à s'habituer à la perte de sa mère. Les conservateurs et les centristes, qui avaient dispersé leur voix ce matin sur 2 résolutions distinctes, sont revenus à la charge avec un nouveau texte qui réduirait presque à néant les pouvoirs du président. Mais surtout, ce texte, s'il était voté, engagerait la responsabilité personnelle de Boris Yeltsin dans l'aggravation de la confrontation des pouvoirs et condamnerait les mesures spéciales qu'il avait annoncées samedi dernier comme anticonstitutionnelles. Des termes qui pourraient ouvrir la voie à la suspension immédiate du président à la majorité simple. C'est en cherchant ces mots que Boris Yeltsin a tenté alors, à la tribune, une nouvelle parade. Je constate que le Congrès, au lieu de chercher un accord, provoque une fois de plus une confrontation et le président conjure les députés de rejeter cette motion. C'est alors qu'un ultra-conservateur met le feu aux poudres en comparant Boris Yeltsin à Richard Nixon au moment du Watergate et provoque la sortie du président écœuré. Pour faire bonne mesure, une femme qui fut l'une de ses plus proches collaboratrices monte alors à la tribune et demande sa destitution immédiate. Dans les couloirs, le ministre de la Défense, le général Gratchev, affiche un calme à toute épreuve. Vous avez pris des mesures spéciales de sécurité? La sécurité de qui? De l'État? Bien sûr. Mais on essaiera de ne pas laisser entraîner l'armée dans la politique. Est-ce que ça sera possible? Difficile à dire. Demain, le Congrès passera au vote, tandis que dans tout le pays sont prévues des manifestations monstres. La journée sera chaude.
Et à propos de l'ex-URSS, le drame de l'Arménie qui tente de retrouver son identité, mais ce pays est engagé dans une guerre terrible avec son voisin l'Azerbaïdjan. La France et l'Europe ont décidé d'aider l'Arménie, et d'ailleurs un train d'aide humanitaire vient de partir. Mais cette aide est bien tardive, car les fonds n'ont pas été débloqués assez tôt. Et puis d'autre part, l'acheminement est lui-même hasardeux. Nicolas Vinclair, Michel Gianoulatos. Avant, c'était un des jardins publics d'Erevan. Aujourd'hui, voici ce qu'il en reste. Couper du bois, c'est dans la capitale arménienne le seul moyen de se chauffer. C'est les résultats d'un blocus imposé depuis 20 mois par l'Azerbaïdjan. Il n'y a désormais en Arménie plus de gaz, plus d'électricité, plus de pétrole. Au mois de janvier, les Français se mobilisaient aux côtés des associations arméniennes et de la Croix-Rouge. Tous espéraient l'organisation d'un pont aérien. Pour ce faire, la communauté européenne devait en théorie débloquer 65 millions de francs. En théorie seulement, car cet argent dort toujours dans les caisses de Bruxelles. Il a fallu attendre la semaine dernière pour que la communauté envoie sur place non pas des colis, non pas des médicaments, mais un expert pour, dit-on, évaluer les besoins. Face à une situation d'extrême urgence comme celle qui était de l'Arménie, on ne pourra même pas dire que le réflexe aura été d'urgence. Ces colis sont restés bloqués des semaines, parfois des mois, dans un hangar de l'aéroport d'Orly. Ils devaient partir en avion grâce à la communauté. Ils partiront par le train grâce au gouvernement français qui a débloqué 5 millions de francs pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Mais ce train mettra plusieurs longues semaines avant de parvenir à Yerevan, d'où la colère de certaines associations arméniennes. Le train n'est pas le meilleur moyen parce que le train met beaucoup de temps pour arriver. Il passe obligatoirement dans des pays hostiles. Il ne peut pas, c'est pas un plan d'urgence le train. Le plan d'urgence, c'est l'avion, c'est-à-dire rapide, un pont aérien. Pour que des avions s'envolent vers l'Arménie, il faudra attendre les conclusions des experts européens. L'espoir fait vivre, dit un proverbe, mais en Arménie, on risque de se lasser bien vite de cette belle maxime. En Chine, nouveau changement à la tête de l'État. Jiang Zemin, le secrétaire général du PC chinois, a été nommé président de la République. Et M. Zemin apparaît ainsi comme l'homme fort de la Chine, en accumulant 3 fonctions importantes. Mais beaucoup disent qu'il n'est qu'un personnage falot, manipulé par la vieille garde et notamment par son mentor, le vieux Deng Xiaoping. Retour en France avec la révolte des éleveurs bretons, les éleveurs de porcs. En fait, c'est une polémique. 4 départements bretons, les 4 départements bretons, donc, viennent d'interdire, par le biais des préfets, l'importation des porcs hollandais. Une importation qui serait dangereuse parce que les porcs seraient encore malades. Pas du tout, pas question d'interdire, répond le ministère de l'Agriculture. La CE vient justement de reconnaître que les porcs hollandais ne sont plus malades. Jacques Deveau, explication et polémique. Les porcs hollandais interdits de séjour en Bretagne. Le dispositif de contrôle est en place. Dans les 4 départements, tout camion sera refoulé. Un contrôle demandé par les éleveurs bretons qui craignent une extension de la maladie vésiculeuse qui frappe les porcs hollandais. Or, Bruxelles vient d'autoriser l'exportation d'animaux vivants après 3 semaines d'interdiction. Tollé des éleveurs bretons qui menaçaient de faire eux-mêmes la police. La pression des éleveurs est importante, mais il faut savoir que la densité des élevages est très importante et qu'effectivement l'apparition d'une maladie contagieuse en Bretagne peut être source d'une catastrophe économique. Le ministère de l'Agriculture français a condamné ces arrêtés préfectoraux. Il les juge aberrants et surtout contraires aux décisions communautaires qui s'imposent à tous. Une polémique qui conforte les éleveurs. À partir du moment où les pouvoirs publics français et européens sont incapables de prendre des décisions, et surtout de bonnes décisions, je crois qu'il est impératif que les éleveurs fassent pression au niveau de leurs préfets dans chaque département et qu'on puisse interdire les importations, mais je cite bien les importations de porcelets malsains. Dans un contexte de passation de pouvoir, le lobby des éleveurs a joué à plein. Cette fois, ils n'ont même pas eu besoin de descendre dans la rue. Au chapitre social, une grève du personnel au sol d'Air France, demain et lundi à Roissy-Charles de Gaulle. Les perturbations devraient être minimes. Les syndicats protestent contre les suppressions d'emplois à Air France. Au chapitre de la médecine, un nouveau virus qui inquiète, c'est le HTLV1. Depuis peu de temps, il est dépisté systématiquement dans les dons de sang. En fait, c'est un virus assez rare en France, mais fréquent aux Antilles, en particulier en Martinique. Jean-Daniel Flézaquier, Yann Jekyll. C'était même bon. Ça fait des efforts, moi. Cet étrange pas de danse, Lydie Zéphir l'exécute 3 fois par semaine avec Camille de Flandre qui la rééduque. Lydie souffre d'une myélite tropicale, une inflammation de la moelle épinière survenue au décours d'une transfusion.
La cause de cette maladie, un virus appelé HTLV1 et que l'on a découvert en 1980. La maladie de Lydie a été rattachée à ce virus seulement en 1985. Elle a été le premier cas décrit. HTLV1 est un virus qui est présent dans la Caraïbe depuis des siècles maintenant. Violemment, un seul coup sec. En ce qui concerne les Antilles, tout laisse à penser qu'il est arrivé avec la traite des esclaves africains. L'esclavage a été aboli depuis longtemps, mais le virus est toujours là. On estime que 2% de la population de Martinique est porteuse de ce virus, soit 100 fois plus qu'en métropole. C'est pour cela que depuis 1988, le dépistage du HTLV1 est systématique lors des dons de sang. Mais le mode de transmission, c'est bien sûr surtout par voie sexuelle, avec une particularité. Il y a 4 fois plus de risques dans le sens homme-femme que dans le sens femme-homme. C'est sans doute ce qui explique que Roland Zéphir soit toujours indemne de contamination, comme l'a constaté récemment son médecin. C'est bien, je ne veux pas être aidé. Compte tenu du temps, il pensait qu'avec le temps d'incubation du virus, il pourrait peut-être trouver quelque chose. Et dernièrement, il me dit, tu es heureux parce que c'est négatif. Autre mode de contamination, l'allaitement maternel. C'est ce qui s'est sans doute passé pour Vincent Mariello. Ce gaillard de 22 ans, à la marche difficile, a dû affronter non seulement les effets de la maladie, mais aussi ceux de la rumeur, qui fait l'amalgame aux Antilles entre HTLV1 et le virus VIH, responsable du sida. Quand ça a été diagnostiqué il y a 2 ans, je sortais avec une fille, et il y a un gars, il y a un jeune homme, qui était intéressé, qui me connaissait, qui lui a raconté des conneries, qui lui a dit que j'avais le sida. Il y a plein de malades qui sont rejetés de leur famille par rapport à cela. Parce qu'il y en a qui ont perdu leur foyer, leurs enfants, et leur mari, les voisins. Ils ont l'entourage à peur? L'entourage, oui, l'entourage à peur, on a peur. Pourtant, HTLV1 et virus du sida n'ont strictement rien à voir. À peine 4% des porteurs de ce virus risquent de développer une atteinte nerveuse et l'on peut être porteur du virus, n'avoir jamais aucun signe et mourir centenaire. Seul point commun, c'est la nécessité de lutter contre le rejet et l'exclusion. C'est bien là, le seul point commun. C'est parfait. La danse, un art et une discipline pour l'enfant, mais aussi un moyen de découvrir le corps dans l'espace et de développer sa personnalité. C'est le but du Festival national de danse au cœur. C'est à Chartres, 4000 enfants sur scène, pour ce festival devenu maintenant national. Patrick Retzlob, Didier Rancoeur, la danse comme un jeu. De la pâte à modeler et on échauffe les pieds. On refrappez. Entrez en scène dans 5 minutes. Les toutes dernières recommandations de la maîtresse. Et il faudra bien qu'on entende toutes les voix. 1h30 de répétition par semaine depuis le mois d'octobre. Tout ça pour une unique représentation, mais sur le plateau d'un vrai théâtre. Pas évident quand on a 10 ans, surtout quand c'est la première fois qu'on se produit en public. Tu as le trac? Beaucoup. J'ai un peu peur parce que c'est la première fois, mais il faut y aller quand même. Et quand faut y aller, faut y aller. Difficile sans décor ni musique, mais l'institutrice a dit que c'était mieux ainsi, dur. Enfin, l'essentiel c'est de participer. Avant j'avais peur et puis je vais retourner maintenant. Ça fait drôle parce que comme on voit presque pas le public, on croit qu'on est dans un trou noir. Bah, c'est pas vraiment mon truc. Véritable activité de ruche en coulisses. C'est au tour des petits, les 6-7 ans. Quand toutes ces stars d'un jour seront enfin prêtes et pomponnées. Se maquiller, c'est important? Non. Non? C'est mieux d'être au naturel? Bah oui. Tu voudrais être maquillée? Oui, mais moi je suis pas une fille. Le Festival national Danse au cœur, c'est 130 groupes sur scène pendant 10 jours, des élèves venus de toute la France. Un jury récompensera les classes les plus méritantes qui monteront sur scène avec des danseurs professionnels. On ne sait jamais, peut-être un jour, l'opéra. Voilà, et moi je suis maquillé, mais je ne suis pas une fille non plus. La musique à la veille des élections, ça tombe bien, puisqu'il paraît que la musique adoucit les mœurs. Bref, le Philharmonic de New York, l'un des plus célèbres orchestres du monde, est en visite à Paris pour 2 concerts. Le Philharmonic de New York est maintenant dirigé par Kurt Masur, qui n'est pas le frère de Bruno, car cet homme vient d'Allemagne de l'Est, de Leipzig précisément. L'orchestre est, paraît-il, particulièrement en forme. Bruno Albin, avant le départ de New York.
En répétition, Kurt Masur, le chef du New York Philharmonic, et les deux solistes de cette tournée européenne. Cynthia Phelps et Glenn Dictorow vont jouer à Paris la symphonie concertante de Mozart. Kurt Masur aurait pu engager des célébrités, il n'en a rien fait. Ce sont des musiciens de l'orchestre, pas des stars comme les solistes vedettes. Mais pour moi, c'est un vrai plaisir de montrer qu'il y a aussi dans cet orchestre deux solistes d'une telle valeur. Glenn Dictorow est le concertmaster, le premier violon solo du New York Philharmonic. Cynthia Phelps en est l'alto solo. D'habitude, depuis leur pupitre au premier rang, ils jouent parmi l'orchestre. Lundi soir, au Théâtre des Champs-Élysées, ils seront accompagnés par leurs camarades et ce ne sera pas exactement la même chose. C'est très difficile. Il faut sauter d'un rôle à l'autre, presque être schizophrène, être capable de devenir une star avant de retourner dans l'ensemble de l'orchestre, de redevenir anonyme. Après la symphonie concertante de Mozart, Glenn Dictorow et Cynthia Phelps retrouveront leur place au sein de l'orchestre. 15 concerts, de Paris à Leipzig, de Berlin à Madrid, pour interpréter Brahms, César Franck, Richard Strauss, l'américain Samuel Barber et Dvorak. À New York, Dvorak a créé le premier conservatoire pour que les Américains puissent développer leur propre vie musicale, bien avant que les musiciens d'ici n'aient étudié en Europe. L'orchestre a donc emporté les partitions de la Symphonie du Nouveau Monde, créée par le New York Philharmonic il y a tout juste 100 ans. Et comme l'orchestre lui-même célèbre cette année le 150e anniversaire de son premier concert, Kurt Masur a voulu que la plus américaine des compositions européennes figure au programme de la tournée. Et encore de la musique pour terminer ce journal, pour adoucir un peu plus les mœurs, voir le lancement précédent. Bref, encore une rencontre inédite dans le cadre du festival de jazz Banlieue Blues. Rencontre entre le pianiste Michel Petrucciani et un compositeur de génie. Il s'agit de Duke Ellington. Éric Perrin, Yann Jiquel. Pascal, l'accordeur du piano de Petrucciani. Depuis 3 ans, tel un alchimiste, il prépare pour chaque concert une potion d'amour, pour des doigts et des touches, témoins privilégiés d'une relation charnelle. Quelqu'un qui s'accroche là pour aller chercher le bout du clavier, c'est quelqu'un qui a déjà un rapport physique à l'instrument. Michel Petrucciani a découvert Ellington à l'âge de 4 ans. Aujourd'hui, il part en balade sur les compositions de Duke, en toute liberté, en toute simplicité. Je n'ai pas travaillé par rapport à la musique. J'ai travaillé par rapport au titre des morceaux. Alors, Take the A-Train, ça veut dire prendre le train numéro A, hein, lettre A. C'est le métro à New York, hein, le A-Train, qui fait, je crois que ça fait 5e avenue. Hein. Donc, Take the A-Train, donc c'est le train. Alors, plutôt que de calculer les harmonies ou des choses comme ça, j'ai pris tout banal, comme si je voulais raconter une fable à un enfant, par exemple. Alors, Take the A-Train, alors je fais ça, par exemple. C'est la locomotive. Après, il y a le train. Etc. C'est quand Michel Petrucciani s'évade sur les musiques d'Ellington. C'est quand d'un collier de notes naissent des couleurs, des atmosphères.
c'est quand absolument tout est possible, même l'apparition magique et bienveillante d'Ellington lui-même. Et que toute cette musique ne vous fasse pas oublier que nous changeons d'heure la nuit prochaine. La France et l'Europe passent à l'heure d'été. Il faut donc, la nuit prochaine, avancer vos montres d'1 heure. Voilà, fin de ce journal. Dans un instant, la météo. Météo fraîche, même s'il y aura du soleil. Météo annoncée par Nathalie Riouet. Rendez-vous avec le sport à 22h20 en direct de Boulogne-sur-Mer. De la boxe, un championnat d'Europe des poids plumes. Hervé Jacob contre Mauricio Stecca. C'est en direct. Mauricio Stecca, c'est le tenant du titre. Le match sera commenté par Pierre Fula et Francis Marotto. La dernière édition, aussitôt après, Catherine Sellac vers 22h30. À demain, 13h.